Commencer, merci. Vos micros. Vous pouvez couper vos micros. Pendant la durée de la présentation, vous pouvez aussi couper vos caméras. Ça économise toujours des ressources et c'est bon pour l'écologie. Et on les rallumera en fin de webinaire pour faire un échange si vous souhaitez. Mais pensez surtout à couper vos micros afin que tout le monde puisse entendre correctement avec un son de qualité. Merci. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser directement dans le chat. On y répondra en direct. Et on se gardera un temps d'échange en direct en fin du webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir rejoint ce 3e webinaire de la semaine pour la qualité de vie au travail. Donc, je suis Corinne Dubois, directrice de l'ARACT Réunion et déléguée régionale de l'ANACT. Je vous souhaite la bienvenue pour 1 heure et demie de présentation avec nos 2 intervenants, Thomas Jacot, donc psychologue du travail, et Elsa Campos, qui est chargée d'études au sein de l'ARACT Réunion. Donc, cette semaine qualité de vie au travail a pu être organisée grâce à nos partenaires, l'Europe, le Fonds social européen, l'État et la CGSS. Et bien entendu, le propose tous les ans, au mois de juin, une semaine pour la qualité de vie au travail, avec un thème d'actualité. Cette année, nous avons choisi le sens au travail. Donc, toutes nos présentations tournent autour de cette thématique. Donc, on a commencé avant-hier à vous présenter pas mal de choses et on continuera également demain matin, un atelier au Ciné Cambé en présentiel sur le sens au travail, comment le sens au travail agit-il sur la fidélisation des salariés et avec en exclusivité la présentation des résultats de l'étude que l'on a menée avec un institut de sondage OpinionWay au niveau national sur le sens au travail pour les Français et Françaises en cette période post-Covid. Qu'est-ce qui se cache derrière ce sens au travail? Je continue juste pour vous inviter également au dernier webinaire qui aura lieu demain à la même heure à 15 h, qui traitera d'un jeu, un escape game, animé toujours par Thomas Jacot, la QVCT dont vous êtes le héros. QVCT, donc qualité de vie et conditions de travail. Donc, tout de suite, je vais laisser la place à Thomas et Elsa. Je reviendrai peut-être pour présenter l'ARACT s'il y a des diapos qui correspondent. Et puis, je vous laisse la parole, Thomas et Elsa. Alors, vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, continuer sur les slides. Effectivement, c'est la slide pour présenter l'ARACT Réunion. D'accord. Oui, effectivement, elle est à l'écran. Merci beaucoup. Donc, quelques mots sur l'ARACT Réunion. Donc, une structure paritaire, c'est ce qui fait notre spécificité avec une gouvernance pour moitié les représentants des salariés, pour moitié représentants des employeurs. Donc, toutes nos approches et nos interventions sont basées sur ce paritarisme avec une mission de transfert, de transmission de nos outils et des expérimentations que l'on mène au sein des entreprises privées et publiques. Donc, nos fondamentaux, c'est le dialogue social avec différentes missions donc, qui sont précisées par décret. Donc, on a une mission de service public, promouvoir la santé et la qualité de vie au travail, prévenir les risques professionnels dans le cadre de l'organisation du travail, améliorer les conditions de travail, et faciliter l'expression des salariés et enfin diffuser des méthodes, des démarches et des outils de préférence innovantes avec également, je ne sais pas si on aura l'occasion d'en parler, un fonds d'amélioration des conditions de travail avec 2 appels à projets ouverts sur lesquels vous pouvez vous positionner si vous souhaitez dérouler une démarche d'amélioration des conditions de travail. Donc là, tout de suite, nous allons parler du télétravail et du levier qu'il peut constituer pour l'égalité femmes-hommes. Est-ce que c'est un levier? Est-ce que c'est un frein? Les réponses tout de suite avec nos intervenants. Merci Corinne. Donc, on va passer maintenant au petit sommaire. Donc, vous avez eu la présentation de la semaine de la qualité du travail, présentation du réseau et de l'ARACT Réunion. Je vais continuer par vous faire l'état des lieux et ensuite, mon collègue Thomas Jacot fera les recommandations et on compte sur vous pour le moment d'échange. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Quelle est la définition du télétravail?
Donc, selon l'article du Code du travail, en préambule de l'année 2020, le télétravail est un mode particulier d'organisation du travail défini par le Code du travail. Il désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail aurait pu être exécuté dans les locaux de l'employeur et il est exécuté par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. À ne pas confondre avec le travail nomade, qui est par exemple un commercial, ou bien le travailleur à domicile, par exemple les rédacteurs, les traducteurs. Quand on parle de télétravail et de travail hybride, donc travail hybride, pour préciser, c'est la condition où on a des périodes de travail dans les bureaux de l'employeur et on a des périodes de travail en télétravail. Donc, on parle de prescription avec des combinaisons multiples de conditions de travail, avec du présentiel, avec du distanciel, et cela a un impact sur les conditions de travail, avec des régulations, qu'elles soient individuelles, collectives, managériales. Il peut y avoir un déséquilibre entre les contraintes et les ressources. Il y a tout un apprentissage organisationnel qui va être mené au sein de l'entreprise, ou bien sûr des collectivités et du public. Et cela a bien sûr des répercussions qui peuvent être en termes de santé ou de performance. Donc, au-delà du choix des espaces, c'est également une organisation du temps et la charge de travail qui va être impactée, des pratiques managériales différentes, un rapport au collectif qui évolue. Si on est en télétravail, il n'y a pas forcément ce petit café et cette petite rencontre autour de la machine à café. Et un équipement et des outils numériques qui vont être adaptés, ou on l'espère qu'ils vont l'être, bien sûr. On vous a défini donc, ce qu'était le télétravail. Parlons maintenant un petit peu de l'égalité professionnelle. En fait, en ce qui concerne l'égalité professionnelle, donc il y a tout un set de représentations, de conditions de travail et des stéréotypes de genre qui existent, avec une organisation du travail, des pratiques RH et de management qui en fait vont avoir un impact sur 4 aspects de l'égalité professionnelle. En premier, on peut parler de l'organisation, de la répartition des activités, tout ce qui est lié à la mixité. Le constat est de dire que les hommes et les femmes sont le plus souvent affectés à des postes ou des activités distinctes. En termes de management et de gestion des parcours, les femmes également n'ont pas les mêmes opportunités d'évolution professionnelle. En ce qui concerne le troisième point, les conditions de travail, ils ne subissent pas les mêmes risques professionnels et ceux-ci sont indivisibles pour les femmes. Ensuite et enfin, en ce qui concerne le temps de travail et l'articulation des temps, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes durées de travail, ni les mêmes horaires et ni les mêmes activités hors travail. Tout cela fait qu'effectivement, il y a des conditions de travail différenciées pour les hommes et pour les femmes. Les impacts sont différenciés également en ce qui concerne la rémunération, la santé et la carrière. Donc, avec ces 2 points, on va faire maintenant l'état des lieux quant à la situation du télétravail pour les hommes et pour les femmes. Là, donc, ce sont des extraits d'une étude qui a été menée, qui s'appelle donc Trakov-Darès, menée par la Darès, avec un recueil des informations faites en janvier 2021. Je préfère préciser ça parce qu'effectivement, on a connu de forts changements ces dernières années. Donc, imaginez-vous à nouveau en 2021, en janvier. Il y a 5 différents types de profils de télétravailleurs. Les exclusifs, les intensifs, les vulnérables, les occasionnels et les exceptionnels. On peut voir qu'il y a une différence en termes de proportion d'hommes et de femmes présents sur 4 de ces profils. C'est-à-dire qu'on constate qu'il y a plus de femmes dans les exceptionnels et les vulnérables et plus d'hommes dans les exclusifs et les occasionnels. Okay ? Donc, quelles sont les conséquences et qu'est-ce qui peut être constaté auprès des hommes et des femmes en ce qui concerne leurs différents types de télétravail? Donc, pour les femmes, quand elles sont vulnérables, il y a une forte hausse de la durée quotidienne sur les supports numériques. Les nouveaux usages d'équipements sont donc des usages d'outils informatiques
Et il n'y a pas forcément les moyens suffisants et adaptés pour que le télétravail soit effectué dans de bonnes conditions. Il y a souvent des difficultés avec les applications du numérique et avec le matériel et les connexions. Et il n'y a pas de contrôle informatique fréquent. Ça représente 17% des télétravailleurs. En ce qui concerne les exceptionnels, donc c'est toujours plutôt un profil féminin. Il n'y a pas de télétravail en janvier, pas de période de télétravail combinée avec du présentiel. Et il y a une situation particulière qui est que c'est une période de télétravail qui peut être exclusif de 1 à 3 mois. Et dans ce cadre-là, c'est donc 3 à 7 heures par jour d'utilisation d'équipements numériques. Voici les conditions dans lesquelles sont principalement les femmes. En ce qui concerne les hommes, c'est donc les 2 profils, exclusifs et occasionnels. Donc pour les exclusifs, c'est 5 jours de télétravail en janvier, donc sur toute la durée du mois, avec plus de 3 mois de télétravail exclusif en 2020. Et très souvent, en fait, les hommes avaient une expérience antérieure du télétravail. En ce qui concerne le contenu et les tâches fréquentes, c'est plus de 7 heures par jour d'utilisation d'équipements numériques. Il n'y a pas de difficulté avec le matériel ou les applications. Il y a une force prise en charge par l'employeur. Donc, on voit bien une différence déjà notable entre les conditions des 2 autres groupes et ce groupe des exclusifs. Et ensuite, en ce qui concerne les occasionnels, donc ils n'avaient fait que pas ou peu de télétravail exclusif en 2020, avec seulement une courte période de télétravail combinée au présentiel en 2020. Et là, effectivement, il y a une fraise prise en charge par l'employeur. Effectivement, ce sont des personnes qui sont occasionnellement télétravailleurs. Voilà, donc les différences sont assez notables. En termes d'état des lieux, encore, dans la même étude, on peut constater qu'effectivement, il y avait une intensification du travail pour 1 travailleur pour 3, avec une grande majorité de femmes dans cette condition, dans ce cadre-là. Et en ce qui concerne la forte dégradation, elle a été constatée par 1 travailleur sur 10 et principalement également, c'était des femmes. On voit que dans les autres cas, donc en ce qui concerne les personnes qui ont été peu impactées, c'était plutôt des hommes, et avec une accalmie, c'était également plutôt des hommes. Donc encore une fois, on constate que les conditions de travail sont bien différentes pour les hommes et les femmes. En ce qui concerne l'impact et la dégradation des conditions de travail selon le genre, on fait état de plus fortes difficultés de conciliation, de plus fortes exigences émotionnelles et d'une hausse de la durée du travail pour les femmes qui sont dans le cadre d'un télétravail régulier. En ce qui concerne le télétravail non régulier, on voit effectivement que pour les hommes, les objectifs chiffrés sont non adaptés. Ils ont cette sensation-là, que les objectifs chiffrés sont bien adaptés et qu'ils ont une insécurité de l'emploi qui est plus importante. Les femmes, à nouveau, dans tous les cas, constater, même en télétravail non régulier, que leurs exigences émotionnelles étaient vraiment plus fortes. En ce qui concerne les espaces de travail, sur le premier tableau, donc le tableau que vous voyez à gauche, il n'y a pas de différenciation entre les hommes et les femmes. C'est en général pour toute la population. Et on voit en fait qu'en fonction du métier, plutôt de la catégorie de métier, il y a une disposition différente. C'est-à-dire que les télétravailleurs ne vont pas être dans les mêmes lieux. En vert, donc tout ce qui est représenté en vert, ce sont les conditions où les personnes travaillent dans une pièce partagée. Quand c'est en rose, c'est qu'ils travaillent dans une pièce qui est non dédiée au travail, mais dans laquelle on peut s'isoler. Et en bleu, c'est dans le cas où les personnes ont une pièce qui est dédiée au travail, dans laquelle ils peuvent s'isoler. On voit bien qu'effectivement, c'est au niveau des cadres et des professions intermédiaires et des professions plutôt qui sont exercées de manière indépendante, qu'ils ont une pièce qui est dédiée au travail dans laquelle ils peuvent s'isoler, qui est plus importante. Et pour les indépendants, effectivement, ils ont aménagé leur activité pour avoir une pièce dédiée pour s'isoler
et donc ils sont à 80% à pouvoir s'isoler. Voilà, ça c'était des statistiques un petit peu générales pour que vous voyez qu'il y a des différences entre les métiers. Mais en fait, comme on a dit tout à l'heure, les femmes et les hommes n'exercent pas les mêmes métiers. Et donc, ces implications ont aussi un impact pour les hommes et les femmes. Donc, on va passer sur le tableau de droite, que je vais vous expliciter un petit peu. C'est donc un tableau qui représente le lieu d'activité à la 7e semaine de confinement. Il y a un croisement entre les activités professionnelles, enfin les catégories socio-professionnelles, et le sexe. En bleu, c'est tout ce qui est à la proportion de femmes et d'hommes dans chaque catégorie qui travaillent depuis le domicile. Et en rouge, c'est pour ceux qui travaillent à l'extérieur de leur domicile. Les chiffres sont relativement similaires pour les hommes cadres et les femmes cadres en termes de proportion de travail depuis le domicile et à l'extérieur du domicile. Pour les professions intermédiaires et pour les ouvriers, c'est la même chose. Donc, on constate que pour les hommes et les femmes ouvrières, ils sont majoritairement à l'extérieur du domicile pour travailler lors de la 7e semaine de confinement. Et pour les cadres et les professions intermédiaires, ils sont à peu près autour de 30% pour les cadres et autour de 47-48% pour les professions intermédiaires à travailler à l'extérieur du domicile. Tout le reste tous les autres personnes étaient en télétravail à cette occasion. Par contre, là où on voit une différence qui est notable, c'est en ce qui concerne les employés et les artisans. Les femmes artisans étaient moins à l'extérieur de leur lieu de travail, à l'extérieur de leur domicile, que les hommes. C'est-à-dire qu'il y avait 55% de femmes qui travaillaient à l'extérieur de leur domicile, donc les artisanes, et les hommes étaient 68%. Et il y a aussi une différence au niveau des employés. 66% des femmes travaillaient à l'extérieur de leur domicile, si elles sont employées, alors que 81% des hommes employés travaillaient à l'extérieur de leur domicile. Donc, les femmes étaient plus amenées à travailler en télétravail que les hommes. Et on a bien vu que, la slide juste avant, les conditions de télétravail pouvaient être plus complexes pour les femmes. Et pourtant, c'était celles qui le faisaient le plus à ce moment-là, effectivement, au moment du confinement. Ensuite, d'autres statistiques encore. Le télétravail pénalise plus les femmes. Elles sont moins nombreuses à disposer d'un espace isolé et sont le plus souvent interrompues. En effet, donc vous avez les hommes à gauche, les femmes à droite, sur la partie de droite. Les femmes ont 1,3 fois moins nombreuses à disposer d'un espace de travail, de télétravail isolé, et 1,5 fois plus vont présenter des risques d'être fréquemment interrompus en télétravail. Pour continuer et terminer avec les chiffres, là, ce sont les résultats d'une consultation du réseau Anactarax. Donc, une consultation est à différencier d'un sondage. Il y avait donc 2 périodes d'interrogation. Une période en avril 2020 avec autour de 3500 participants et une interrogation au moment de l'avril 2021 avec 8500 participants à peu près. Dans les 2 cas, à peu près 70% des personnes étaient des femmes. En ce qui concerne donc la charge de travail et le temps de travail, pour 62% des femmes, elles pensaient bénéficier d'une flexibilité horaire. C'était ce que pensaient 61% des hommes. En ce qui concerne l'équipement et les technologies de l'information et des communications, 65% des femmes disposent d'un environnement matériel adapté pour télétravailler, alors qu'il y a 61% des hommes qui pensent cela. Si on se centre sur uniquement les agents du secteur public, on est à 45% de personnes qui pensent avoir l'environnement matériel adapté pour cela. Et enfin, pour le collectif de travail, 57% des femmes contre 63% des hommes participent à au moins une réunion d'équipe par semaine. Donc effectivement, le lien entre les différents collaborateurs peut se sentir plus dégradé pour des femmes qui participent moins à des réunions d'équipe. Alors,
qu'en est-il en fait des freins et des leviers? Je vais commencer à vous parler de freins et leviers et mon collègue Thomas va surtout vous parler des leviers. Donc, si on constate des effets de levier sur deux des axes dont je vous ai parlé tout à l'heure, la mixité et les parcours, on observe aussi des freins du point de vue des conditions de travail et de l'articulation des temps. Pour entrer plus dans les détails, il y a effectivement un accès qui est rendu possible au télétravail pour des métiers jusque-là perçus comme non télétravaillables. Et donc, cela permet à des femmes, notamment, de pouvoir accéder à de nouveaux emplois. Il y a beaucoup de primo-télétravailleuses. En ce qui concerne les moyens mis à disposition, donc tout ce qui est l'équipement informatique, il y a une augmentation et une démocratisation de ces moyens. Et il y a effectivement aussi un accès potentiellement facilité à certains emplois, à certains postes à responsabilité, dans lesquels il y a donc des réunions avec des horaires atypiques, où il y avait des déplacements. Et avec le télétravail, cela permet d'avoir un impact sur les parcours et la mixité. En ce qui concerne les freins, l'accès au télétravail peut être aussi perçu comme un frein en ce qui concerne d'autres métiers qui ne sont pas télétravaillables, notamment ceux qui sont à forte prédominance féminine, mais aussi il y a des cas de prédominance masculine, par exemple tout ce qui est lié au BTP. Et on voit qu'effectivement, les femmes qui sont qui ont une plus grosse tendance à être en temps partiel ont moins de chances de faire du télétravail. En ce qui concerne les conditions de vie à domicile, là aussi, c'est un frein. En effet, en fonction des espaces qui sont à disposition à domicile, le travail peut être impacté. Il y a tout ce qui est lié aux violences familiales et conjugales, à des problématiques d'articulation des temps de travail, quand le travail est effectué en télétravail exceptionnel. Et enfin, en ce qui concerne les conditions de travail des emplois, il y a donc une intensification qui est constatée, un potentiel isolement et des interruptions multiples. Pour synthétiser un petit peu, donc le télétravail, c'est un vrai paradoxe. En effet, le télétravail, c'est initialement un levier pour favoriser la conciliation des temps et l'égalité. Quand il est systématisé, il peut avoir un effet loupe sur des inégalités, notamment celles hommes-femmes, que ce soit dans le temps du travail et dans le temps hors du travail. Les inégalités sont bien sûr préexistantes. On n'a pas attendu le télétravail pour effectivement constater qu'elles étaient là, mais ça, il y a cet effet loupe. Et étant donné que les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes situations de travail, avec des métiers, des parcours différents, des conditions d'articulation des temps et de travail différentes, avec des travails moins autonomes, plus isolés, plus dépendants, dans l'urgence et plus morcelés en ce qui concerne les femmes. Il y a donc tout cet écosystème de difficultés potentielles. Et tout cela a un impact sur les conditions de télétravail des hommes et des femmes. En effet, ces conditions peuvent amplifier ou minimiser des différences de situation de télétravail. Le télétravail prévient certains risques, certes le virus, les difficultés d'articulation des temps, mais expose ou renforce l'exposition à certains risques qu'on peut considérer comme nouveaux parfois. En lien hors du travail, donc l'articulation des temps, des violences familiales et conjugales qui peuvent être plus à risque, et en lien avec le travail, avec un travail encore plus isolé, voire empêché quand les moyens numériques ne sont pas là ou que les formations n'ont pas été effectuées. Quand on dépend trop des autres pour avancer, quand il y a un travail qui est lié à la relation entre les personnes, quand l'organisation est suspendue, etc., etc. Et donc, tout cela a des conséquences sur la santé et la qualité de vie au travail. Donc, ces impacts sont positifs ou négatifs. Si on revoit un petit peu dans chaque axe, d'un côté, en ce qui concerne la mixité, le télétravail est un levier parce qu'il permet d'élargir la palette des métiers pour les hommes et les femmes en les rendant plus accessibles et attractifs. Mais c'est un risque pour l'égalité professionnelle si toutes les populations de salariés ne peuvent pas accéder au télétravail du fait des emplois qu'elles occupent ou des représentations associées. En ce qui concerne les parcours, donc le deuxième axe, les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes opportunités d'évolution professionnelle. Le télétravail lui peut faciliter les parcours s'il aide à la mobilité fonctionnelle et géographique et l'accès à des postes à responsabilité, mais il va pouvoir ralentir également les carrières et les promotions par exemple, une culture du présentéisme.
En ce qui concerne les derniers axes, il y a donc l'axe 3 autour des conditions de travail. On sait que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes conditions d'exposition au risque et aux pénibilités. Le télétravail a un impact positif pour l'autonomie et la reconnaissance, mais il peut aussi accentuer l'isolement, le manque de soutien et augmenter les risques psychosociaux. Enfin, et ce sera ma dernière partie avant de laisser la parole à mon collègue Thomas, en ce qui concerne l'articulation des temps. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes horaires de travail ni la même durée de travail. On ne parle même pas des activités hors travail. Et même si le télétravail facilite l'articulation des temps pour que toutes et toutes puissent assurer leurs responsabilités dans leurs différents espaces de vie, il permet aussi de rééquilibrer le partage des tâches familiales. Donc ça, c'est l'aspect levier. Mais en ce qui concerne l'aspect frein, c'est qu'il va pouvoir intensifier le cumul simultané des activités en cas de présence familiale en situation de travail à domicile. Donc il y a toutes ces problématiques liées à la garde simultanée et le rôle des aidants familiaux. J'espère que toute cette présentation a pu vous permettre de saisir un petit peu plus l'état des lieux actuels quant aux différences en ce qui concerne les hommes et les femmes et le télétravail. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon collègue Thomas Jacot, qui va donc partager également son écran. Merci beaucoup Elsa pour cette présentation. Je vais reprendre la main. Donc pour l'instant, pas de questions dans le chat. Je pense que du coup, c'est très clair pour tout le monde. Hein. Le télétravail, ça c'est l'avantage, mais ça a quand même beaucoup d'inconvénients et ça n'a pas amélioré naturellement l'égalité au travail, l'égalité professionnelle. Et il y a donc forcément un gros axe d'amélioration à saisir. Et c'est cet axe d'amélioration que j'aimerais partager avec vous, notamment pas à travers ce que moi j'ai inventé, mais plutôt à travers des travaux qui ont été réalisés par le centre Aubertine-Auclair, qui est le centre francilien de ressources pour l'égalité hommes-femmes. Ils ont fait un excellent rapport avec une synthèse très claire et des recommandations que j'aimerais partager avec vous et voir après, au cours d'un échange, si pour vous c'est facilement applicable, si déjà vous en comprenez bien les enjeux, si il y aura besoin d'approfondir certains domaines, voir comment on pourrait mettre ça en mouvement dans vos entreprises, parce que c'est bien beau de prêcher la bonne parole et de faire des recommandations, mais est-ce qu'elles sont applicables, est-ce qu'elles sont opérationnelles, est-ce que vous pouvez vous en saisir? Ça, c'est forcément une autre histoire. Et ce que j'aimerais surtout vous passer comme message grâce à ce webinaire-là, c'est que tout le monde aujourd'hui met en place au moins un minima de télétravail dans les organisations, ce qui oblige forcément à réinterroger notre organisation du travail, comment on travaille, on va même négocier des chartes ou des accords. C'est une opportunité pour ne pas recommencer les erreurs passées et donc améliorer cette situation qui, comme vous avez vu grâce à Elsa, est loin d'être idyllique. Alors, allons tout de suite dans le dur. Ce rapport nous propose 3 grandes mesures pour intégrer l'égalité au quotidien dans vos organisations et donner un cadre clair pour promouvoir une réelle prise en compte des inégalités préexistantes. Déjà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Vous venez d'en avoir une belle photographie. Donc, il y a du mieux à faire. Et le mieux, c'est la première étape. La première étape, c'est vraiment porter cette notion d'égalité au plus haut des niveaux hiérarchiques. Il faut que ce soit vraiment une volonté politique et de la direction. Il faut que ce soit affiché et ensuite, il faut que ce soit partagé. Partagé au sein de chaque ligne managériale. Il ne faut pas faire chacun dans son coin un truc. Non, il faut que chaque ligne managériale puisse aussi s'en saisir, puisse en parler à leurs équipes et décliner leurs enjeux qui peuvent être propres à l'organisation du travail, qui peut avoir beaucoup de particularités, et les intégrer dans leur prise en compte. Donc, pour tout ça, pour cadrer et démarrer les échanges, vous trouverez différentes formulations dans les accords nationaux interprofessionnels sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Donc, surtout, allez vous en saisir. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander, je peux vous les transmettre. Ensuite, vous l'aurez vu, le passage, ça ne s'arrange pas les choses. Quand on parle d'égalité, les choses ne vont pas s'améliorer d'elles-mêmes. Il ne faut pas compter sur le sens commun pour vous aider. Il va falloir vraiment développer une méthodologie et mettre en face des moyens, des modalités de mise en application. Il faut que ça dépasse les préjugés, les biais qui nous guident, qui guident nos actions. Il faut vraiment compter sur comment on va faire en sorte de mettre en place une méthodologie applicable
que tout le monde peut s'approprier, qu'il soit aussi concerté au sein des équipes. Hein. N'allez pas chercher une méthodologie toute faite quelque part, ou alors seulement pour vous en inspirer, mais pas pour la mettre en place du temps blanc. Il faut qu'elle soit concertée, partagée avec toutes les équipes. C'est ce qu'on fait au quotidien quand on met en place une démarche de qualité de vie au travail. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous en saisir ou, encore une fois, à nous solliciter. Troisième point, bien sûr, soyez créatifs. Créatifs, pourquoi? Parce que la réorganisation du dialogue social, qui a été percutée par cette mise en place du télétravail, qui ont été faits des fois à distance, ont souvent pris le pas sur l'objet des négociations elles-mêmes, ou des concertations. Et du coup, ça passe au second plan. Il faut systématiquement lier ces sujets et en faire naître une vision globale. Donc, quelle que soit la modalité que vous allez prendre, quelle que soit la modalité dans laquelle vous allez discuter au sein du dialogue social, liez toujours ces sujets qui sont d'ampleur. Ça concerne vraiment tous les facteurs. Hein. À travers les statistiques qui viennent de vous être présentées, vous avez vu que les causes sont multifactorielles. Ce n'est pas qu'une seule source. Et pour ça, encore une fois, il faut en parler presque systématiquement et que ça devienne un automatisme. On doit systématiquement se poser, est-ce que ça va nous donner une opportunité d'améliorer les choses ou pas? Je rappellerai aussi que si on veut améliorer les choses, ce n'est pas uniquement dans un but de justice, de répondre à ce que, faire en sorte que la justice soit rendue partout, mais aussi pour éviter des agréments. Quand vous refusez des postes à responsabilité à une femme parce que c'est une femme, peut-être que vous passez à côté d'une personne qui a de grandes capacités, de grandes compétences, qui aurait pu améliorer le travail, qui aurait pu améliorer la performance de l'entreprise. Donc, encore une fois, ça va dans le sens et des conditions de travail et de la performance d'entreprise. Après ça, n'oubliez pas de vous donner aussi la possibilité d'offrir des nouveaux espaces d'expression. On ne doit pas se limiter toujours à des réunions formelles, cadrées. Beaucoup de choses peuvent se passer en informel, peuvent être discutées, peuvent être emmenées, appréhendées, et ensuite, une fois qu'on est dans la discussion formelle, là, on acte les choses. Et enfin, n'oubliez pas de veiller à ce que tous ces échanges se fassent de façon collective. Encore une fois, pour qu'il y ait un collectif de travail, il faut partager tous ces enjeux-là ensemble. Donc, vous l'aurez compris, ces trois mesures s'intègrent dans une dimension stratégique. On va penser, on va réfléchir tous ensemble à la meilleure stratégie possible pour que les choses s'améliorent, pour aller dans le sens de l'égalité professionnelle. Sans une véritable stratégie, ça n'avancera pas, ou alors très peu, et vous ne répondrez pas aux ambitions qu'on se met. Après ça, on va trouver dans ce rapport 2 recommandations essentiellement sur les négociations et les préventions. Profitez-en pour mettre à jour votre document unique d'évaluation des risques professionnels en prenant en compte les situations de télétravail et de situations hybrides. C'est trop souvent oublié. Ce document doit être à jour tous les ans et c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, d'améliorer l'organisation du travail, ce qui va améliorer les conditions des travailleurs, mais aussi, encore une fois, améliorer la performance de l'entreprise. On ne peut pas avoir une entreprise qui se développe si l'organisation n'est pas huilée comme des rouages. Il faut vraiment que ça fonctionne bien. Donc, c'est vraiment le moment pour le faire. Et ça, c'est un excellent support. N'oubliez pas aussi, bien évidemment, les risques psychosociaux qui doivent être inclus dans ce document. Et je rappellerai pour la petite histoire que c'est un enjeu du plan santé au travail 4 qui insiste sur l'impact bénéfique des actions de prévention sur la santé au travail et sur la performance donc, des organisations et qu'il faut donc s'assurer qu'ils soient à jour. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas, encore une fois, vous avez le site prévention974pro.re qui va vous donner tous les renseignements nécessaires ou des listes de consultants sur lesquels vous pourrez vous reposer ou demander conseil pour vous accompagner dans cette démarche-là. C'est aussi l'occasion de développer des mesures de prévention, surtout dans les domaines de violences sexistes et sexuelles liées au travail hybride. N'oubliez pas que ça expose à de nouvelles formes de violence. Il faut arriver à les anticiper ou au moins faire en sorte que le contexte ne puisse pas les laisser apparaître sans réponse. Et la cyberviolence est une réalité. Le cyberharcèlement, le cybersexisme, tout ça, c'est des choses qui doivent être bannies. Il faut tolérance zéro. Et ce n'est pas évident, ne comptez pas encore une fois sur le sens commun ou sur
bon sens humain, ça peut rapidement déraper si on ne met pas une véritable méthodologie, si on ne met pas des garde-fous clairs dans ces enjeux-là. Et encore une fois, n'oubliez pas de les partager avec toutes les équipes. D'ailleurs, on parlera aussi brièvement des violences conjugales. C'est un moment crucial, c'est quelque chose, malheureusement, une réalité qui est indéniable, ce qu'on ne peut pas éviter. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte dans toutes ces étapes de négociation. La deuxième recommandation, c'est sur la négociation collective. Articuler le temps de travail, il faut le faire de façon transversale. Il ne faut pas que ce soit cloisonné. Il faut que ce soit négocié collectivement en dialogue social. Il faut que ce soit partagé en termes de relations professionnelles entre les différents cadres et leurs équipes. Mais encore une fois, il faut prendre en compte toutes les inégalités qui sont déjà observées et que vous avez pu en voir un bel aperçu. Et à chaque fois que vous allez avoir des négociations obligatoires, profitez-en pour en faire un enjeu majeur, pour faire des accords ou des chartes de télétravail réellement opérationnels, nourris par tous ces exemples et toutes les ressources que vous pouvez trouver, qu'on peut mettre à votre disposition, et construire un cadre qui est réellement sain, surtout adaptable aux situations de travail, que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes, mais faites-en une production surtout paritaire. Il faut que ce soit légitime au niveau de l'organisation même. Et construisez un cadre structurant, favorisez aussi les marges de manœuvre. Il ne faut pas que ce soit trop enclavant, il ne faut pas non plus qu'on ait la pression de travailler avec un boulot au pied, bien évidemment. Donc, il faut trouver ce juste équilibre entre marge de manœuvre et cadre structurant. Et encore une fois, ne pas se bloquer. C'est-à-dire que vous négociez quelque chose, et l'année suivante, on peut faire des ajustements. Et en cours de route, on peut aussi y réfléchir. Vous pouvez mettre en place des groupes de travail, des groupes d'évaluation, et toutes les méthodes, les moyens qui vont pouvoir vous maximiser la qualité de votre travail et le niveau de performance. Pour tout ça, pensez aussi à vous doter d'indicateurs genrés pour comprendre comment est utilisé le télétravail par vos équipes, qu'ils soient hommes ou femmes. Vous avez vu, on peut avoir de très grandes différences. Les indicateurs genrés vont permettre de vous éclairer, d'y voir un petit peu plus et, encore une fois, d'éviter des conflits qui n'ont pas lieu d'être dus à des malentendus. Il faut être très clair là-dessus. Donc, en amont de vos négociations, pensez aussi à cette étape. D'ailleurs, vous pouvez trouver toutes sortes d'indicateurs statistiques comme on vous l'a présenté, toutes sortes d'études qui peuvent vous aider. N'hésitez pas donc, encore une fois, à partager au sein de groupes de travail, à organiser selon votre organisation, selon vos équipes, mais pensez à faire cela de façon collaborative, avec du dialogue. Ne pensez pas que vous pouvez tout résoudre seul dans votre bureau. Déjà, ce serait une charge de travail énorme. Vous allez vous-même vous mettre en difficulté. Et en plus, opérationnellement, on n'est pas sûr que ce soit réalisable. Pour que chaque personne se sente acteur justement de ces leviers d'égalité, il faut que tout le monde puisse y contribuer. Tout le monde, à un moment donné, doit pouvoir y mettre sa patte ou pouvoir dire son avis. Donc, pensez cette négociation collective et la qualité de vie au travail qui va en découdre en contexte hybride et anticiper sur les conditions délétères pour en faire un véritable levier d'amélioration des choses. Pardon, je commence à bégayer, c'est pas bon, je parle trop. On va vite passer aux échanges après. Voilà, donc là, on est dans le niveau opérationnel. On met les mains dedans, comme on dit. Tout ça pour dire que concrètement, dans la pratique, vous allez avoir des points clés à ne pas oublier. Les points clés, c'est d'abord favoriser l'inclusion du numérique des primo-télétravailleurs et des primo-télétravailleurs, c'est-à-dire les personnes qui vont être mises au télétravail pour la première fois. Il faut les accompagner, il faut mettre au clair quels outils on utilise, comment on les utilise, est-ce qu'ils sont suffisamment formés pour les utiliser. Il ne faut pas qu'on se retrouve justement avec des personnes mises sur le côté de la route à cause de ces difficultés-là. Pensez aussi donc à réguler la multiplication des outils, parce que si vous êtes comme moi, des outils un petit peu par-dessus la tête, tous les jours, des fois on change, ça peut vite devenir pénible, que l'on soit homme ou femme. Je pense d'ailleurs, en disant ça, je pense souvent aux fonctions support d'ailleurs, parce que c'est les premiers concernés, ils sont en carrefour de plusieurs services et souvent, c'est souvent en public en plus féminin, on se retrouve avec des outils qu'utilisent les uns, des outils qu'utilisent les autres, et elles doivent utiliser les outils de tout le monde. On est d'autant plus en difficulté. Donc,
N'oubliez surtout pas ce point-là. Et encore une fois, pensez à planifier les formations. Nouvel outil, forcément, étape de formation pour la prise en main. Sans quoi, on va être en difficulté. Les formations sur le tas, ça va 5 minutes, mais quand ça devient quotidien, ce n'est pas possible. Le deuxième point clé, ce sera d'aménager les espaces et les sites. Soyez large dans ce point de vue-là. Il n'y a pas que le télétravail à domicile en réalité. Il n'y a pas que l'open space, il n'y a pas que le flex office. Il existe énormément de modalités et il y aura forcément au moins une de ces mobilités-là qui va plus convenir à votre organisation de travail ou à vos équipes. Donc, voyez les choses vraiment le plus large possible. Regardez les exemples d'autres entreprises, comment ils se sont faits, comment ils s'y ont pris, quels sont les retours, quelles sont les satisfactions. Cherchez l'inspiration, tout simplement. Et faites en sorte que ce ne soit pas une source d'isolement qui pourrait rendre des choses encore plus difficiles. Il ne faut pas le danger qu'on peut avoir des fois dans certaines modalités d'espace, c'est encore une fois l'isolement. Si on se retrouve chez soi tout seul quotidiennement, ça peut être défavorable. Si on se retrouve tout seul chez soi dans un climat familial délétère, ça peut être encore pire. Et du coup, la personne soit pas du tout de télétravail, soit du télétravail, mais dans des conditions vraiment dégradées, ce qui peut être encore pire. Donc, pensez aux tiers-lieux, pourquoi pas. Pensez aux autres sites possibles. Si vous avez des antennes réparties sur l'île, par exemple, vous pouvez dire, tiens, il y a un bureau là-bas, on peut faire en sorte que tu puisses y travailler une fois par mois ou pas. Tiens, il y a un tiers-lieu là-bas, comment on peut essayer de négocier un contrat avec eux pour que mes travailleurs puissent y aller de temps en temps. Tout ça, ça doit être pensé, et encore une fois, tout ça, ça doit faire le fruit d'une réflexion paritaire au plus proche des besoins réels des équipes. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait depuis un bureau éloigné, non, il faut que ce soit concerté, il faut que ce soit testé, expérimenté, et seulement après l'expérimentation, on va pouvoir valider les nouvelles modalités et les nouveaux espaces. Évaluez aussi les soutiens que vous pouvez apporter. Est-ce que vous souhaitez offrir des soutiens en termes de compensation financière pour l'aménagement du domicile? Je pense par exemple chaise de bureau, un second écran, c'est la base. Est-ce que vous voulez accompagner aussi sur les frais d'électricité ou est-ce que vous préférez vraiment tout de suite espace de coworking, tiers-lieu et puis il y a tout là-bas? Donc tout ça, ça s'évalue. Et ça s'évalue d'abord en discussion et ensuite en expérimentant. Et c'est seulement après l'expérimentation qu'on en tire les leçons et qu'on met en place définitivement ou pas. Troisième point clé, les considérations du temps de travail. Il y a du temps de travail synchrone, il y a du temps de travail asynchrone. Comment on s'articule, que ce soit d'ailleurs en présentiel ou en distanciel, et en plus forte raison quand on est en télétravail occasionnel, quand ce n'est pas quelque chose de régulier, qui n'est pas encore quelque chose d'entrée, et bien tout ça, il faut être clair, il faut qu'on soit bien d'accord, que ce soit le manager, que ce soit les équipes, tout le monde doit être bien d'accord sur à quel moment on répond à un mail. Est-ce qu'on a du temps pour répondre à un mail ou pas? Pour moi, c'est quelque chose d'asynchrone. Si je réponds à un mail le lendemain, pour moi, c'est normal. Par contre, si on m'appelle ou si on m'envoie un SMS, c'est qu'il y a quelque chose, un caractère peut-être un peu plus urgent. Il faut que je réponde. Donc là, je rappelle ou pas. Tout ça, et encore une fois, ça doit être concerté. N'écrivez pas de règles comme ça, de but en blanc, sans explication, sans argument, sinon ce ne sera pas suivi dans les lignes en dessous. Concerté. Faites proposer, faites naître les propositions. Et rappelez encore une fois le droit à la déconnexion. Mine de rien, c'est quelque chose où certaines personnes s'engagent dans une surconnexion d'elles-mêmes. Et ça peut être délétère pour elles, et ça peut être délétère pour le travail. Donc, rappelez l'enjeu de déconnexion, que c'est un moment aussi pour se ressourcer, pour être plus opérationnel par la suite. Ce n'est pas du glandage, c'est pas du j'en ai marre, je suis à distance, je me déconnecte. Non, si on a fait son temps de travail, on a fait son temps de travail. Il n'y a pas besoin de culpabilité à avoir ou d'autres choses à amener. Il y a des bons réflexes, il y a des discussions qui doivent être faites collectivement sur ce point-là. Et s'il y a des surconnexions, cherchez les causes. Pourquoi? Qu'est-ce qui pousse? Qu'est-ce qui, dans le contexte, pousse la personne à se surconnecter? N'allez pas chercher des trucs personnels en disant oui, c'est un tel qui se met de la ligne trop haute, oui, non, c'est un tel, il n'arrive jamais à se connecter. Non, ce n'est pas lui. Qu'est-ce qui, dans le contexte, va le pousser à agir de cette manière-là? On ne peut pas agir directement sur les personnes. C'est sur le contexte qu'on va avoir un réel effet. Et en plus de ça, non seulement ça va permettre à ces personnes-là de travailler dans de meilleures conditions, mais ça va le permettre pour
toute l'équipe et pas pour une seule personne. Quatrième point, pensez à l'outillage du management. Les laissez pas tout seuls. Trop souvent, les managers sont retrouvés au pied du mur à devoir animer des équipes en mode hybride, en mode digital ou je ne sais pas encore quel autre adjectif, et dans des difficultés incompréhensibles, avec des injonctions complètement paradoxales. Là encore, il y a besoin de vraiment clarifier les choses. Et c'est pour ça que dès la dimension stratégique, il faut mettre ça en clair. Hein. Comment on va décliner le management hybride et comment on va faire en sorte aussi d'améliorer, en faire une opportunité d'amélioration de l'égalité professionnelle. Donc, pour ça, surtout, pas besoin de surcontrôle. Là encore, c'est une dérive qui arrive trop souvent. On se dit, oui, si on veut être sûr, il faut contrôler, mettre une petite caméra espion ou mettre un GPS, un collier GPS aux gens. Non. Ça se passe en cultivant la confiance. Et la confiance se cultive par l'échange, des échanges sans a priori, sans préjugés. Pour ça, déjà penser à une méthodologie pour éviter les préjugés. Et enfin, en régulant la charge de travail. Il faut prévoir des temps de régulation. On n'est pas tout le temps le nez dans le guidon. Il y a de temps en temps, on met la béquille, on descend du vélo, on regarde ce qui se passe autour de nous et on régule. Est-ce que je suis crevé? Est-ce que ce n'est pas possible? Est-ce que la barre est trop haute? Est-ce que, au contraire, j'ai encore finalement toute la tâche c'est déjà fait, je peux m'avancer dans d'autres chantiers, dans d'autres domaines? Et bien tout ça, ça se discute. Et ça se discute, et pour ça, il faut que le manager soit au clair avec son autonomie, son pouvoir, ses possibilités. Et conforté dans son rôle, bien évidemment. Hein. Il n'est pas là pour fliquer les gens, il n'est pas là pour faire le gendarme, il est là pour accompagner ses équipes. Et du coup, il est aussi là pour montrer l'exemple. Il faut exiger l'exemplarité en matière d'égalité intégrée. Il faut accompagner le regard qui est porté sur le télétravail par le management et comment on va éviter les discriminations d'accès, par exemple. Hein. On ne va pas dire à un tel, non, toi, tu n'as pas le droit. Hein. Comme ça, sans argument ni rien. Non, il faut être au clair. Quelles sont les activités qui sont télétravaillables et comment faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination d'accès. Et bien évidemment, oui, le management va avoir un rôle clé dans la prévention des violences sexistes et sexuelles au travail. Leur présence, le fait qu'ils soient au quotidien avec les travailleurs, ils vont pouvoir répondre en temps réel à cette politique de tolérance zéro à l'égard des comportements sexistes et violents. Rien ne doit être laissé passer. S'il y a des problématiques, il faut les traiter, et immédiatement. On ne met rien sous le tapis, si ça doit faire des vagues, tant pis, ça fera des vagues, mais ça ne fera des vagues qu'une seule fois. Après, les choses sont calmes, après, les choses sont claires, et on n'y revient plus. Donc, encore une fois, la politique de l'autruche, en mettant le nez dans le trou et en se disant « non, mais j'ai rien vu, tes problèmes, je ne m'en occupe pas », non, ça, il faut être exemplaire là-dessus, dire « un problème, on en parle ». Avec le manager, avec la direction de ses besoins, si on peut, de manière collective, avec toute l'équipe, on met les choses au clair. Et bien évidemment, pour tout ça, il faut penser aux modalités de formation du management à distance. Ça ne s'invente pas, ça ne vient pas tout seul comme ça. Hein. Il y a des méthodes pour ça, il y a des services qui peuvent faciliter. C'est sans caméra, sans micro. Micro, s'il vous plaît. Donc, les personnes concernées, leur pratique, l'exaction de formation nécessaire pour garantir la santé et la qualité de vie au travail collectivement. Le dernier point, et après on va pouvoir passer aux échanges, je pense que c'est le moment qui va être le plus intéressant, favoriser l'inclusion et le collectif dans les équipes en fonctionnement hybride, que ce soit distanciel, présentiel, entre les deux. Il faut vraiment prévoir comment on va faire pour que le contexte puisse permettre la naissance d'un collectif de travail. Bien faire la distinction. Vous pouvez avoir des gens qui travaillent de façon collectivement, mais un véritable collectif de travail, c'est une autre histoire. C'est les gens où il va y avoir de la coopération, où il va y avoir du soutien interprofessionnel, où il va y avoir vraiment une mise en progression d'un groupe qui va aller bien au-delà que la somme des compétences des personnes. Tout le monde a y gagné, aussi bien en qualité de vie au travail qu'au niveau performance. Donc, pensez cette inclusion. Comment on va inclure toutes les personnes, quelles que soient leurs conditions, quel que soit leur genre, comment on va faire en sorte qu'elles puissent être incluses, qu'elles puissent se sentir sainement dans un collectif et
déployer toutes leurs compétences. Il n'y a rien qui rend plus heureux une personne qui puisse développer ses compétences dans un travail qui fait sens. Et tout le monde y gagne. Donc, pour conclure, avant de passer brièvement, après on présentera juste les ressources, et après on va pouvoir discuter entre nous de ce que vous aura apporté toutes ces recommandations-là. Les effets du télétravail sur l'égalité dépendent vraiment des conditions de sa mise en œuvre. Pensez encore une fois stratégie et opérationnalité. Comment ça va être mis en œuvre? Comment ça va améliorer les choses? Quels sont les garde-fous qu'il faut mettre? Il faut un engagement forcément politique et un engagement fort de tous les membres de l'organisation. Ce qui veut dire que ça inclut tout le monde, que vous soyez au niveau des directions, que vous soyez au niveau de représentation syndicale, que vous soyez des acteurs de services de santé au travail, des managers, ou j'ai été trop vite, ou peu importe, il faut voir ça de façon décloisonnée. Il faut en parler de manière transversale, il faut que ce soit mis sur tous les sujets, parce que ça concerne tous les sujets, c'est multifactoriel, encore une fois. Donc, pensez comment on va mettre ça en place, comment on va partager, comment on va en discuter, quels espaces on va mettre, quels moyens on va mettre. Tout ça, ça se concerte, et ça se concerte bien en amont. Voilà, pour tout ça, juste pour dire qu'au final, on a quand même beaucoup de ressources pour vous aider, que ce soit des sites internet, donc l'anacte.fr, la réunion.aracte.fr, le site préventionpro974.re que je vous ai parlé tout à l'heure, que je n'ai pas eu le temps de mettre sur ce PowerPoint, c'est bien dommage. Vous trouverez aussi sur le site de l'ANAC énormément de kits méthodologiques, de jeux pédagogiques, dont un qui même concernait uniquement le télétravail. Et vous en avez deux sur l'égalité professionnelle, sur lequel je vous demande de porter en regard. Donc, c'est le jeu EgaPro que vous pouvez retrouver en bas à gauche, et vous avez le jeu Sexisme sans façon, qui vous permettent de découvrir un petit peu plus. Thomas vous a parlé des différentes formes de sexisme notamment, et là, c'est vraiment un appui pour pouvoir travailler toutes ces problématiques-là. Voilà, vous aurez, comme je vous ai dit, inspirez-vous de ce qu'ont fait les autres. Donc, vous trouverez aussi dans des revues, des retours de cas, des cas d'expérience ou des fiches pratiques. Tous ces éléments-là pourront vous inspirer dans vos discussions. Les ressources spécifiques télétravail. Donc là, vous avez donc les résultats des consultations dont on vous a parlé tout à l'heure, donc en appuyant sur ce lien. Et ensuite, à la slide suivante, vous pourrez voir donc les liens vraiment uniquement vers l'égalité professionnelle, tout ce qui est lié à une visibilité sur le télétravail des femmes. Et je vous demande de regarder un petit peu vers le bas. C'est une initiative de Bourgogne-Franche-Comté qui s'appelle Les Itinérelles, qui est donc une présentation qui va pouvoir sensibiliser, donc un site internet qui va pouvoir sensibiliser les personnes encore en formation initiale et les personnes qui pensent à une reconversion professionnelle. Et en fonction des cas, ils vont pouvoir vous présenter des solutions qui peuvent être intéressantes pour les personnes de tout genre, mais c'est plutôt orienté vers les femmes qui veulent se former au numérique. Et ensuite, effectivement, d'autres outils que vous pouvez voir ici, qui sont spécifiques au télétravail. Donc, les 10 questions sur un essentiel et un classique de l'ARACT et du réseau ARACT-ANACT. Et vous trouverez donc en bas le lien vers l'étude que vous a présentée Thomas pour pouvoir vous appuyer dessus. Donc, merci beaucoup. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se garde un petit temps d'échange. Je vais, ça y est, me partager. Et voilà. On va se partager un petit... Alors, si vous souhaitez prendre la parole, parce que j'aimerais beaucoup d'ailleurs, je vous invite à lever la main en cliquant sur le petit icône réaction qui est en bas de votre fenêtre Zoom. Et ensuite, je donnerai la parole à tour de rôle pour qu'on puisse échanger un petit peu sur, par exemple, première question, est-ce que vous pensez que toutes les informations qu'on vient de vous donner va pouvoir vous être utiles au quotidien pour faire avancer l'égalité professionnelle? Est-ce que vous pensez que ça a été utile? Est-ce que vous pensez que tout ce qu'on vient de dire, ça va être opérationnel, ou il y a encore des difficultés qui n'ont pas été soulevées, ou ça ne vous paraît pas clair? Alors, n'hésitez pas à lever la main. En attendant, on peut déjà répondre
en ce qui concerne les questions. Donc, Sarah Amoros du Pôle emploi du Tampon, merci de ta présence. Et de la question, est-ce que le support sera disponible? Oui, il sera mis à disposition sur le site internet de la RACT Réunion. Et également, cette session est en enregistrement, donc vous pourrez avoir accès au replay. Voilà. Sarah, vous avez levé la main, allez-y, vous pouvez prendre la parole. Merci. Bonjour Elsa et bonjour les autres. Alors oui, c'est pas forcément une question, mais quelque chose qui m'interroge. Alors déjà, merci pour les présentations parce que c'est très riche et en plus c'est un sujet que j'apprécie. Donc et surtout par rapport à l'aspect du télétravail, c'est vrai que alors c'est pas quelque chose de nouveau, mais quelque chose, je pense, qui a été accéléré du fait des dernières années qu'on a vécu ou subi selon chacun. Et donc, pour moi, les entreprises, forcément, ont dû, pour beaucoup, s'adapter en plus vite pour trouver de nouvelles façons de travailler. Et ce qu'on appelle, du coup, maintenant le travail hybride. Donc, si j'ai bien compris, c'est cette nouvelle façon de travailler. Mais là où j'ai un petit peu du mal à comprendre, c'est, alors notamment, ça me fait penser au dernier appel à projet que l'ANACT fait sur le travail hybride et l'accompagnement sur des choses innovantes et où aussi, du coup, les projets de formation ne seront pas priorisés. En fait, j'ai du mal à comprendre qu'est-ce qu'on attend par des actions innovantes, sachant que de mon point de vue, c'est quand même de l'analyse du travail et donc de l'analyse de différentes façons de travailler. Donc, pour moi, des choses qui existent depuis toujours. Et c'est juste que c'est le support du travail qui a changé. Et donc, en fait, je suis bloquée par ce mot innovation. Alors, peut-être que vous pourriez... j'ai du mal à projeter sur qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau, comment on va le faire. Alors, si que le support est différent, mais sur la gestion du personnel, sur de comment les personnes travaillent, sur peut-être que c'est oui, effectivement, j'ai noté sur l'inclusion, il y a des personnes qui vont être plus facilement à l'aise que d'autres sur tout ce qui est numérique et les nouvelles technologies, etc. Mais du coup, j'ai du mal à imaginer de l'innovation sans passer par la sensibilisation et alors en quelque sorte de la formation, dans le sens où c'est comme l'égalité professionnelle, c'est un sujet qui est là depuis des années et qu'on voit qu'on est face à des difficultés d'intégration en fait du fond. On a des choses très jolies, etc., qui sont proposées. On a le principe qu'on connaît, mais c'est l'intégration du fond qui est compliqué et qui prend du temps. Enfin, qui est compliqué parce que ça prend du temps, parce que c'est des changements de... Voilà, donc j'arrête de parler. Je ne sais pas si vous m'avez compris, mais je vois peut-être qu'il faut oui, alors... Merci beaucoup pour votre question. Tu veux commencer à répondre? Oui, alors je peux commencer un petit peu avant de te laisser la parole. En fait, effectivement, là, on s'est centré sur l'égalité homme-femme, mais en fait, quand on prend le sujet de l'égalité professionnelle, il y a aussi tout ce qui a trait aux différences d'âge. Effectivement, à ce niveau-là, comme tu en parlais, donc Sarah, il y a une différence nette entre les habitudes d'utilisation des outils technologiques. Et en fait, il y a des études qui montrent également que les femmes ont tendance à avoir une plus faible utilisation des outils numériques en général, et donc ça peut les mettre plus en difficulté. Ensuite, on a parlé de sensibilisation. Vous avez parlé de sensibilisation. Effectivement, c'est primordial, sensibilisation et formation, pour pouvoir permettre de se rendre compte des différences, pour pouvoir ensuite proposer des innovations. Et on a parlé de tout l'aspect collectif et la nécessité de travailler ensemble. Voici une des pistes pour créer l'innovation. Que ce soit une innovation qui est adaptée à ce collectif de travail. Il est possible que pour un autre collectif de travail, ce soit complètement différent, puisque les conditions de travail varient en fonction des entreprises, mais également en fonction de chaque personne et chaque collectif. Donc, ça peut être un moyen de travailler l'innovation quand elle est adaptée sous forme d'expérimentation d'une certaine manière ou sur un petit nombre de personnes au collectif, aux personnes qui sont dans le collectif, en fonction bien sûr des métiers, des âges, des genres, des compétences, des profils de travail, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour pouvoir permettre cette innovation, qui n'est pas une innovation juste pour créer quelque chose de nouveau, mais créer quelque chose qui est adapté. Et là, on parle d'égalité, mais aussi il y a l'équité. Ce n'est pas la même chose de mettre les personnes au même niveau et de leur donner la même marche à chacun. En fait, quand on parle d'égalité, on va
tout le monde a les mêmes choses. Et s'il y a une différence, en général, on va monter chacun de la même marche. Et en fait, l'équité, c'est le fait de mettre les mêmes, peut-être plus de marches d'un côté pour qu'on arrive au même niveau. Effectivement, là, dans les situations présentes, peut-être qu'il faudra faire des formations différentes pour les femmes qui peuvent avoir des différences juste parce que le fait qu'elles sont primo-télétravailleuses, par exemple. Je te laisse continuer peut-être. Merci. Oui, parce que c'est vrai que c'est une excellente question. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on pourrait innover qu'on n'a pas encore fait jusqu'à aujourd'hui? C'est ça, en fait, hein, si je devais résumer. Moi, je vous dirais bien que ça fait 30 ans qu'on dit de faire des choses et beaucoup restent sourds à cela. Et ce qui va être innovant, c'est que toutes ces personnes qui sont restées sourdes à nos recommandations puissent un jour essayer quelque chose de nouveau, en fait, l'innovation, elle est pour eux. Même si pour nous, ça fait 30 ans qu'on répète la même chose. C'est surtout ça. Ensuite, il ne faut pas que ce soit un terme non plus. C'est vrai que c'est un terme qui a tendance à être galvaudé. On veut innover à tous les niveaux, puis en fait, on recommence les mêmes erreurs. Quand on a mis en place le télétravail dans l'urgence, on a plongé dans les travers du sexisme, comme on a pu le voir il y a 50 ans. Donc, c'est très délicat. En tout cas, la chose qu'il faut retenir, et je pense que vous l'avez retenu après cette présentation, c'est la notion de formation. Ça ne s'invente pas. Il faut se former, il faut se préparer, il faut anticiper et penser encore une fois à la stratégie que vous allez mettre en œuvre pour assurer l'égalité professionnelle et en finir justement avec ce sexisme au travail. Est-ce que… Oui, ça va. Merci, mais du coup, si je retiens un petit peu aussi par rapport à ce que vous dites là, finalement, l'innovation, c'est vraiment le collectif, comment il va porter la chose et qu'est-ce qu'il va pouvoir être mis en place en fonction de ce qui ressort du collectif. Alors, ce n'est pas forcément l'innovation, c'est un moyen d'innover pour que ce soit utile. C'est que ça part de là et du collectif. Voilà, il faut que ça parte du collectif parce que sinon les gens ne s'engagent pas dedans. Si c'est descendant, si vous avez un directeur, un responsable ou peu importe qui vous dit on va faire ça comme ça et point, les gens n'aiment pas cette sensation d'être manipulés, d'être tripotés comme des marionnettes, d'être emmenés quelque part. Ça les déresponsabilise. Et le manager va être le premier à s'en plaindre. Plus personne ne prend d'initiative. Ils attendent tous après moi que je résolve tous les problèmes, que je leur donne réponse à toutes les questions. Et en fait, si on veut que chacun devienne acteur de sa santé au travail et de l'égalité professionnelle, il faut les faire agir. Et dans ce cas-là, le manager, il n'a plus à se prendre la tête. Il ne faut pas qu'il cherche réponse à tout. Non, il sollicite ses équipes, il donne un cadre pour les discussions et ensemble, collectivement, on va générer une façon de faire commune dans laquelle on va s'engager. Et même si ce n'est pas l'idéal, ce sera la meilleure du point de vue de son application. Et donc, l'innovation, elle est plutôt là parce qu'on a encore cette habitude culturelle franco-française d'avoir un capitaine de navire qui décide tout et les autres qui exécutent. Donc, une fois qu'on aura dépassé ça, on pourra dire qu'on a traversé une belle innovation. Est-ce que ça éclaire un petit peu plus votre question? Oui, merci pour les échanges, en tout cas, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaiteraient échanger, justement, rebondir, nourrir la discussion ou partager un témoignage? J'aimerais beaucoup avoir un témoignage d'une personne qui était mise au télétravail ou d'un manager. J'aimerais beaucoup, justement, avoir des exemples de managers qui ont été mis en difficulté dans cette mise en place du télétravail ou alors, au contraire, où ça s'est super bien passé. Est-ce que parmi vous, il y aurait cette perle rare? Cette perle rare. N'hésitez pas à prendre la main, à prendre la parole. Tout se passe de manière bon enfant. On ne cherche pas à piéger les gens. J'en profite aussi, parce qu'il faut que je meuble. Sachez que si vous êtes manager à La Réunion et que vous êtes confronté aux nouvelles modalités de travail hybride, j'anime un réseau de managers pour que vous puissiez partager vos expériences avec d'autres personnes, de votre entourage, d'autres personnes qui sont eux-mêmes managers, partager des expériences, partager des pratiques et pouvoir améliorer les choses, que vous ne vous sentiez pas seul. Donc, si jamais ça vous intéresse, surtout, contactez-moi. Fanny vient d'envoyer mon adresse email, donc contactez-moi. D'ailleurs, dès aujourd'hui à 17h, il y a une rencontre qui est organisée sur le sens du travail et comment définir des critères de travail bien faits. Les critères de travail bien faits nourrissent énormément le sens au travail.
Et donc, on a vu la main levée de Monsieur Laporte. Avant ça, je me permets aussi de vous dire si vous avez des questions par rapport à l'égalité professionnelle, besoin de sensibilisation, vous voulez échanger au niveau des jeux, etc. N'hésitez pas à me contacter également. Et donc, on va mettre aussi mon adresse mail dans le chat. Donc, on a chacun notre spécialité. C'est pour ça qu'on était là aujourd'hui pour ce webinaire partagé. Donc, Monsieur Laporte, je vous laisse prendre la parole. Merci, bonjour à tous. Donc, c'était pour répondre à Thomas, effectivement, en tant que manager. Donc, moi, je manage une équipe un peu particulière puisque ce sont des intervenants en prévention des risques professionnels qui interviennent dans les entreprises. Je suis directeur du département de prévention à la santé au travail, SysTBI. On a été mis, comme je dirais, la plupart des gens en télétravail forcé lors du confinement. Ça a été assez violent puisque nous, on n'était pas préparés du tout. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais fait de notre vie. Le télétravail n'existait pas dans mon métier. Dans mon équipe, c'est très paritaire. Il y a autant d'hommes que de femmes. Et donc, on s'est retrouvé avec du mauvais matériel, effectivement, en télétravail, avec une disponibilité obligatoire pendant les horaires de travail de 7h30 à 16h30, c'est-à-dire il fallait répondre immédiatement au téléphone si on était sollicité. Je par souvenir que ça s'est super bien passé, même si au final, ce sont des moments merveilleux. Pour une fois, j'ai vu mes 4 enfants tous les jours, toute la journée. Mais effectivement, on le voyait dans les statistiques que vous avez montrées, si on n'a pas un bureau dédié, si on n'a pas du matériel, c'est quand même une grosse galère. Hein, je vous invite à télétravailler avec 4 enfants bas âge dans une pièce, sur une tablette. Voilà, c'est pas fantastique. Et en termes de manager, ben, effectivement, hein, j'ai pris l'habitude d'appeler mes intervenants quasiment tous les 2 jours, chacun individuellement, pour d'abord plus pour leur aspect personnel que pour l'aspect travail d'ailleurs, pour savoir comment ils vivaient tout ça, comment ils s'en sortaient dans tout ça, sachant que j'ai un peu tous les âges qui sont représentés, un peu tous les profils, du célibataire au père de famille. Donc c'était plutôt dans ce sens-là que je n'ai pas lâché. Mais très rapidement, on a rebondi, notamment par cet outil merveilleux que vous utilisez aujourd'hui, qui est la visioconférence, qui évite les déplacements, qui permet de multiplier par 10 le nombre de réunions, soyons fous, en commençant grand matin jusqu'à tard le soir, sans horaire. Oui, oui, cache-toi, Thomas. Et donc, qui malheureusement, cet outil-là, ben, il perdure au final. Hein, c'est devenu le mode de travail presque quotidien. On enchaîne les visioconférences. Alors, c'est vrai, hein, je reconnais, ça permet de supprimer les distances, du moins le risque routier. Derrière, il faut quand même faut quand même aimer rester assis pendant des heures, chose qui est quand même assez pénible, les postures statiques. Nous, on dit bien quand on va en entreprise, restez pas sur une posture statique, bougez régulièrement, faites des étirements. En visioconférence, on fait pas ça. Hein. On reste collé à son écran et à l'écoute. Et puis, revoir le mode de management, où on était un peu comme vous à la RACT, on aimait bien les réunions fleuves de 3 heures, 4 heures. Là, avec la vision, on est obligé de se limiter à un format de 30 minutes, 45 minutes maxi, parce que sinon, c'est imbuvable. Et finalement, les messages que l'on veut faire passer ou les retours que l'on veut avoir de son équipe, ben, on les a pas, quoi. Hein. Donc, changer de format, changer de façon de faire. Et c'est vrai qu'à l'époque, très peu outillé, hein, si je me souviens bien, les boîtes à outils que vous avez sorties sur le télétravail, il y en a qui sont très, très bien faites. Hein. Ben, elles sont parues après. Donc trop tard. Mais voilà pour le témoignage que tu voulais. J'espère que ça te convient. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est un excellent témoignage, parce que là, on vient vraiment d'avoir ce que beaucoup d'entre nous ont vécu. Hein. Désolé pour les outils qui sont arrivés tard, mais effectivement, il a fallu les tester en amont. Hein. Je rappelle que le réseau Anactarac ne sort pas d'outils tant qu'ils n'ont pas été testés sur le terrain, et c'est pour ça qu'ils sont quand même très bien opérationnels. Même si des fois, la prise en main n'est pas toujours évidente, n'hésitez pas à m'appeler ou à contacter la RACT la plus proche de chez vous pour cela. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Vous voulez répondre, Elsa ? Oui, par exemple, par rapport à ce qu'a dit, donc Monsieur Laporte, effectivement, cette sursollicitation des écrans a des effets assez forts, notamment avec le fait d'avoir plusieurs visages en face. Là,
vous avez que nous deux et peut-être un petit peu d'autres visages, mais cette sollicitation physique, on atteint, enfin, vous avez bien eu raison de bloquer les réunions de 30 à 45 minutes avec la durée d'attention et voilà, ça peut être un très bon point. Bravo pour cette adaptation. On peut se féliciter des bonnes techniques. Et effectivement, le rapport de beaucoup a échangé. On peut avoir cet aspect de travail des embouteillages. Vous en avez parlé, donc pour ceux qui habitent à La Réunion, on est bien au courant de tous ces embouteillages qui existent. Effectivement, la durée de temps perdu de travail en ce qui concerne les déplacements a complètement évolué. Et le télétravail a cet impact positif pour l'environnement également, ce qu'on peut saluer pour tous les genres, que ce soit pour les femmes comme pour les hommes. Est-ce qu'il y a une autre question, un autre témoignage peut-être? Ou peut-être qu'on pourra vous parler aussi de témoignages des personnes qui sont de ce côté-là de la caméra. En tout cas, je pense que vous aurez tous compris, aussi à travers ces témoignages-là, la nécessité absolue de penser et de réfléchir à une véritable stratégie méthodologique. Je préfère le rappeler encore une fois, parce que trop souvent, on va droit devant et on oublie de passer la vitesse. Cette stratégie, elle doit être pensée de manière paritaire, elle doit être concertée, elle doit être partagée avec toutes les équipes. Donc, et une fois qu'elle est bien aboutie, vous en faites des accords, vous en faites des chartes, vous l'ancrez dans le marbre, de façon à ce que l'année suivante, il n'y ait plus que des ajustements à faire, qu'il n'y ait pas besoin de tout recommencer à zéro. Et encore une fois, pour tout ça, utilisez votre document unique d'évaluation des risques professionnels. C'est vraiment une opportunité, un outil magique sur lequel vous allez pouvoir tout répertorier et sur lequel vous allez pouvoir travailler à vos plans d'action. Alors, en ce qui concerne le DURP, il y a aussi tout un pan du DURP. Vous pouvez travailler du côté de l'égalité professionnelle. Et vous avez des conseils, notamment tout à l'heure, je me permets aussi d'un peu meubler, mais de vous donner une information supplémentaire. Thomas parlait d'indicateurs qui peuvent être utilisés pour savoir l'état des lieux et comprendre un petit peu la situation. Pour cela, vous pouvez utiliser l'index EGAPRO qui peut vous permettre de faire un état des lieux de ce qui se passe pour vos équipes en termes d'égalité professionnelle. Cet index est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et normalement, elle est affichée sur les sites Internet. Mais ça peut être aussi utile de faire un point pour les entreprises qui ont moins de 50 salariés, qui peut-être ne sont pas au courant qu'il existe cet outil. Et donc, sur le site ANACT-ARACT, enfin sur le site de l'ANACT et sur les sites des ARACT, vous trouverez donc des aides pour pouvoir travailler cet index. Mais bien sûr, avoir un index juste pour avoir des chiffres, ça peut être intéressant. Mais le plus important est ce qu'on en fait, enfin ce que l'on fait de ces chiffres. Et dans le cadre de cette aide de l'ANACT-ARACT, vous pourrez trouver des recommandations, des supports. Et en tout ce qui concerne l'égalité professionnelle et le sens au travail, vous avez donc le replay du webinaire qui a été fait donc, ce mardi sur se libérer des biais et des stéréotypes de genre pour la progression de l'entreprise, qui sera sur le site de l'ARACT et également sur le site de l'ANACT. Donc, c'était animé par Louis Contier et moi-même. Donc, si vous voulez des informations plus précises sur l'égalité professionnelle, vous pourrez vous référer à cela. Donc, merci à Anne-Laurence Durosset qui nous dit au revoir, pas de souci. Du coup, je vois qu'il n'y a plus de questions dans le chat. Plus personne ne semble vouloir lever la main ou n'ose prendre la parole. Donc, soit on a été extrêmement clair, tout le monde a bien compris, ou soit on a endormi tout le monde. Pour en avoir le cœur net, je vous lance un petit sondage pour que vous puissiez nous donner votre retour sur ce webinaire-là et nous dire si on est très mauvais et qu'il faut qu'on s'améliore ou si on est déjà pas trop mal. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Ah, on me dit dans le chat que c'était très clair, ça fait très plaisir à entendre. Parce que ça prend du temps, mine de rien, de préparer et d'animer des webinaires comme celui-ci. Ce n'est pas évident parce que, comme beaucoup d'entre vous, nous sommes un peu testons aussi, hein, c'est une nouvelle modalité. Hein. Nous ne sommes pas community manager, donc on n'est pas forcément à l'aise avec ces outils-là. Mais en tout cas, on espère que ça aille dans le bon sens. On espère partager les outils et faire avancer les choses pour améliorer les conditions de travail et notamment l'égalité professionnelle. Qui est très intéressant pour le résumé des études,
on vous enverra les supports. Tous ceux qui sont inscrits avec leur adresse email vont pouvoir recevoir le support. Et dans le support, vous avez les liens vers toutes ces études. Et sur toutes les études, il y a un résumé. Parce que c'est vrai que des fois, c'est des dizaines et des dizaines de pages à lire. Alors, chaque étude a son résumé, vous pourriez y accéder très facilement. Et j'en pense au rapport Ouverture-Nucléaire. La synthèse du rapport est très courte, très compréhensible. Et s'il y a besoin d'éclaircissement, encore une fois, n'hésitez pas à partager autour de vous, à nous contacter ou à venir rejoindre mon réseau de managers. N'hésitez pas encore une fois à me contacter par email. Donc, 77% des personnes ont répondu. Et c'est quelque chose d'assez satisfaisant. Merci beaucoup. Je mets fin au sondage. Je vais partager le sondage. Ne quittez pas tout de suite parce que j'ai encore un dernier truc à vous partager. C'est encore une fois pour nous permettre… Alors, voilà, donc vous avez vu, 46% sont satisfaits, 42% sont très satisfaits. Tout le monde semble avoir apprécié. Je vous partage une petite diapo avec un petit scan code pour que vous puissiez donner votre appréciation sur la semaine qualité de vie au travail en général. C'est quelque chose d'un peu plus large, ça ne concerne pas que ce webinaire-là. Donc, Fanny va vous partager aussi le lien dans le chat. N'hésitez pas à cliquer, à le remplir, quitte à le faire tout de suite ou un peu plus tard, peu importe. Et s'il vous plaît, faites-le, ça nous permet d'avoir un retour sur notre action et donc de nous ajuster nous aussi pour être toujours plus pertinent. Et il reste encore une journée à cette semaine de la qualité de vie au travail. Donc, demain matin, vous pouvez encore vous inscrire et nous rejoindre au Ciné Cambé pour un atelier « Comment le sens du travail agit-il sur la fidélisation des salariés ?» Je vais l'animer avec une petite introduction pour expliquer brièvement comment on attribue du sens à notre vécu, comment le sens préexistant va influencer notre comportement, et ensuite s'en suivra un atelier d'improvisation avec l'aide de deux comédiens, c'est comme ça qu'on dit, deux comédiens, pardon, avec l'aide du public, bien évidemment, pour imaginer, jouer une scène, peut-être une scène de ce qui se passe tous les jours, ou de comment on pense que ça se passe tous les jours, et une scène de comment ça pourrait se passer mieux, et éviter que les gens claquent la porte alors qu'ils ont un talent fou. Et l'après-midi, un petit webinaire sur la QVCT dont vous êtes l'héroïne ou le héros. C'est porté par l'Observatoire régional de la QVCT à La Réunion. C'est un jeu pédagogique dont vous serez le héros. Vous serez invité à prendre l'avis du consultant qui va accompagner une entreprise à mettre en place sa stratégie QVCT. Et on va vivre les différentes étapes avec différents témoignages, différentes décisions à prendre. Vous devrez prendre des décisions et ça influencera bien évidemment le scénario. Voilà, c'est fini pour moi. J'ai plus rien à dire. Elsa, c'était encore un petit mot de la fin. Merci à tous de votre présence. N'hésitez pas à vous inscrire donc, aux deux derniers ateliers. L'atelier demain matin, donc on sera tous présents pour vous accueillir aux côtés de Thomas, et l'après-midi. Fanny rappelle que vous avez donc le lien pour vous inscrire pour l'atelier du matin, et le maximum d'inscription sera à 18h, donc moins de 2 heures, donc heure réunion. Donc, moins de 2 heures pour vous inscrire. Merci à tous de votre présence. Et alors, il y a une question cachée pour Fanny, à la question 3 du Google Document. C'est choix multiples et pourtant, il n'est possible que de mettre qu'une seule réponse. Donc, il y a peut-être une petite amélioration à faire au niveau du… Merci pour ce retour. du Google Doc. Merci beaucoup pour ce retour. Et puis, on vous dit à très bientôt. On vous laisse vous déconnecter tranquillement. Merci à tous de votre présence. Merci encore. Au revoir à toutes et à tous.